Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir, avec Géraldine, qu'on va vous présenter, même si vous avez, je crois, tous découvert son pédigré sur le petit mail qu'on vous a envoyé. Deuxième talk de voyage privé sur un sujet important, sujet d'alimentation. Alors, l'alimentation, on peut le prendre sous plein d'angles. Nous, on a décidé de le prendre sous l'angle cool, sous l'angle de la santé, de la performance. On ne va pas se parler de régime, même si on va rentrer dans certains régimes alimentaires. La question, c'est pas de savoir comment, si on est beau dans la glace, c'est de se dire, c'est de prendre l'alimentation sous l'angle de la santé performance. Comment on peut, grâce à son alimentation, maximiser son énergie. Voilà. On a avant tout besoin d'être bien. C'est un sujet sur lequel on a finalement très peu d'éducation encore aujourd'hui. Alors même si ça s'accélère, on a de plus en plus d'interventions sur ce sujet-là, mais comment l'alimentation, sans le savoir, peut transformer votre vie. Comment, sur une base de 100%, quand on se lève tous les matins, on peut être, en fonction des cycles, en fonction des trimestres, des jours, et aussi de ce qu'on a consommé, être à 20, 30, 40, 50, 60, 70% de son énergie. Et ça, pas forcément qu'une journée, on peut l'être aussi pendant des mois et des mois. Et c'est sur ces sujets que Géraldine va prendre la parole ce soir. Avant de présenter rapidement Géraldine et se parler de notre sujet, je voulais aussi vous partager rapidement et très rapidement, parce que je sais que vous avez tous des agendas bouclés, un autre sujet sur le campus. Qui a une voiture ici, sur le campus? Ouais, donc vous êtes tous quasiment tous concernés. J'ai vu qu'il y avait de nombreux véhicules différents dans notre parking, pas tous en très bon état. Certains polluent plus que d'autres. Moi, je voulais vous poser une question. Si Voyage Privé se dotait de 200 véhicules hybrides et qu'on vous les confiait, 200 véhicules neufs, les mêmes, et on vous les donne. Voilà. Seule contrepartie, s'il y a forcément une contrepartie, c'est de les utiliser pendant un minimum de 30 ans. Parce qu'il faut les amortir, ces véhicules. Ça vous va? Donc, vous feriez quoi si on vous les donnait, ces véhicules? Forcément, avec le sens du respect du bien d'autrui, vous en prendriez grand soin. Hein, on ferait attention, on ferait des vidanges, on ferait plein de contrôles, on y mettrait les bons fluides à l'intérieur pour que ça dure le plus longtemps possible. Bon, voilà, vous voyez où je veux en venir. Notre corps, c'est notre seul véhicule. On en a un et on va le garder toute notre vie. On va pouvoir changer de voiture, on va pouvoir aller chez le mécanicien, mais quand on a un corps. Quand on grandit, on a un corps, et puis celui-là, on va le garder, on va aller au bout. Et vaut mieux l'entretenir. Voilà. Et si vous voulez le garder en état maximal de fonctionnement, ce corps, petite slide, il va falloir investir dessus, un minimum. Donc, ça veut dire de la connaissance et ça veut dire un peu comme un véhicule, les bons produits. Voilà. Il y en a beaucoup qui investissent énormément dans leur véhicule, j'en connais, et finalement peu dans leur mécanique anatomique. Voilà. Donc, toujours sous cet angle-là, c'est pour ça qu'on rencontre Géraldine aujourd'hui. En quelques mots, Géraldine, Géraldine, on est dans le secteur du voyage, elle est partie très loin pour revenir en France, je crois 10 ans au Japon, un peu plus, l'Inde. Donc, elle a découvert plusieurs cultures alimentaires. Géraldine est naturopathe depuis très longtemps. Elle a une approche scientifique de la fonction aussi. Nous, ce qui nous a séduit, c'est que Géraldine n'était pas non plus perchée, parce qu'on peut aussi rencontrer dans ces univers-là des personnes qui sont un peu des ultras. Voilà, c'est pas le cas de Géraldine. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc c'est avec Géraldine qu'on travaille maintenant depuis un certain temps avec Loïc Louis, notre préparateur physique, et les équipes de Simply Food présentes ici. Merci d'être là.
Sur, pareil, l'évolution de ce qu'on souhaite manger sur le campus. Alors, tout n'est pas parfait encore, hein, vous voyez, depuis le début, ça évolue et on va continuer à évoluer. Voilà, comment la nourriture, elle peut influencer notre état de santé général et notre énergie quotidienne. Géraldine, on commence par quoi? Merci pour cette introduction. Je suis super contente d'être là. Je suis agréablement surprise qu'il y ait cette démarche. C'est pas encore très fréquent et c'est pourtant tellement important et tellement évident qu'on va se diriger, de plus en plus vers ça, que l'alimentation a un impact, essentiel sur, nos performances, sur la santé. Bon, on le savait déjà, mais ça devient de plus en plus au goût du jour. Et puis là, sur le campus, c'est vraiment un concept qui est hyper complet, qui se met en place, hyper novateur et je suis ravie de faire partie de ça. Alors, comment on va faire pour bien manger ou pour comprendre comment fonctionne l'alimentation? Je pense que cette métaphore automobile, elle est vraiment très bonne parce que ça vient à l'idée de personne ou presque, de mettre dans sa voiture, un carburant non adapté. En général, on se renseigne sur ce dont a besoin la voiture et puis on lui met exactement ce qu'on nous a dit qu'elle avait besoin, de recevoir, essence ou autre. Et puis finalement, pour nous, sur le corps, bah, en fait, on se renseigne pas tellement. On fait un petit peu, comme on l'entend ou surtout comme on a envie, sans vraiment se soucier de comment ça marche. Donc dans un premier temps, est-ce que vous avez une idée de la raison déjà pour laquelle on mange? Simple. Pour? Pour vivre, pour survivre. Pour vivre, c'est-à-dire? Pour être vivant. En quoi est-ce que l'alimentation nous rend vivants? Respirer? Pour respirer? Oui. En quoi est-ce que l'alimentation nous aide à respirer? Ah! Ah, pour amener de l'énergie. On se rapproche. OK. Donc les aliments contiennent de l'énergie. OK. On s'approche encore. En fait, vous réalisez déjà, on sait déjà en fait pas exactement, ça devrait être une évidence pour tout le monde, clair, précis, bah oui, on mange, parce que ça et voilà ce que ça produit. En fait, on sait pas trop, on mange parce qu'on a faim, j'imagine? Alors déjà, bien entendu, on a besoin de couvrir nos besoins énergétiques. Les besoins énergétiques, c'est tout simplement qu'avec l'alimentation, votre corps va dégrader ces aliments, en retirer des nutriments qui vont vous apporter la base pour fabriquer votre carburant, le carburant avec lequel fonctionne votre corps. C'est pas de l'essence et on n'amène pas le produit directement tel quel, le produit, disons le produit énergétique tel quel, mais par une dégradation, votre organisme va retirer ce dont il a besoin pour vos apports énergétiques. En plus des besoins énergétiques qui vont dépendre bien sûr de votre âge, de votre sexe, de votre activité physique, et puis de tout un tas d'autres choses, on a aussi besoin d'entretenir, le corps. Une fois qu'on a alors soit on est, dans la période enfance, adolescence et on a des besoins de croissance et de développement et ça va demander d'autant plus de carburant, voire des carburants différents et puis une fois que c'est fini, qu'on est arrivé à l'âge adulte et ben, on a un besoin d'entretien. C'est toujours la même chose que pour une voiture, hein, besoin énergétique et puis par la suite, croissance peut-être pas, mais en tout cas entretien, quoique la voiture, on peut l'améliorer, lui rajouter des choses, donc on est toujours dans les mêmes problématiques. Et puis ensuite, on a aussi, nous, en tant qu'êtres humains, des besoins de régulation thermique, parce que nous avons besoin de nous chauffer, c'est tout un habitacle, hein. Pareil pour la voiture, ça consomme. Plus vous utilisez de chauffage dans la voiture, plus ça consomme. Et ben, c'est un petit peu pareil pour nous. Ensuite, l'alimentation, ça va aussi nous servir à nos défenses immunitaires, parce qu'il y a plein de systèmes dans le système et pour vos défenses, vous avez toute une armée intérieure qui, elle, a des besoins très spécifiques et il va bien falloir lui apporter, elle aussi, un carburant qui va l'aider à, éduquer ses soldats et entretenir son armée. Et puis enfin, quand même, on mange aussi parce que c'est sympa. Normalement, c'est sympa, c'est bon, c'est sociable, c'est un moment de partage et ça, c'est extrêmement culturel, bien entendu, mais on ne peut pas l'enlever de l'alimentation.
Ce serait vraiment trop triste, trop mécanique si finalement on ne se souciait que d'un besoin anatomique et physiologique. Et nous ne sommes pas des voitures, nous ne sommes pas des machines. Et finalement, ce point-là, il est aussi essentiel et il va influencer, bien entendu, la façon dont on va se nourrir, mais il n'est pas à oublier. Alors, quel carburant pour le corps humain? Après tout ça, maintenant qu'on sait pourquoi on mange, comment on va faire pour apporter ce qu'il faut? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, la physiologie du système digestif. Donc, dans l'idéal, on devrait se dire, bon, telle voiture carbure à l'essence, je lui apporte de l'essence. Telle voiture a besoin de diesel, je lui donne du diesel, etc. Bon, ben, nous, c'est pareil. A priori, on a un système digestif assez spécifique. Il faut lui apporter le carburant juste. Et le carburant juste, il n'est pas facile à déterminer. On est passé par des milliers de modes, par des milliers d'hypothèses. Moi, forcément, je vous en soumets quelque part une de plus, parce que moi, j'ai l'œil de la naturopathie, qui n'est pas forcément l'œil de tout le monde. Et en naturopathie, par exemple, on n'est pas forcément pour l'omnivorisme. Donc, cette théorie de l'omnivorisme, elle était bien pendant un temps. Finalement, on ne sait pas exactement d'où elle sort. Si vous regardez dans la nature, si vous regardez les différentes espèces humaines, la règle, c'est l'univorisme. Hein, il y a des animaux qui sont granivores, herbivores, frugivores, carnivores. Mais finalement, des animaux qui mangent de tout, il y en a extrêmement peu. Ou alors, ce sont des animaux domestiques et c'est déjà une déformation. Donc, est-ce que vraiment l'être humain est omnivore? Pas sûr. Si on regarde vraiment comment est fait le système digestif par rapport à la taille des organes, par rapport à leur sécrétion, la longueur des tubes, etc., eh ben, nous, on a un tube digestif qui ressemble beaucoup à celui des grands singes. Et les grands singes, ils ne sont pas tout à fait omnivores, ils sont plutôt frugivores. Donc, ils mangent essentiellement des herbes, des fruits, des petites racines. Et puis, on peut imaginer des tout petits rongeurs, des insectes, enfin des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus adapté à notre système digestif pour que la machine fonctionne le mieux? Je ne suis pas certaine qu'on soit dans l'alimentation que nous, on a aujourd'hui, qui est complètement omnivore avec des grosses rations carnées. Et à titre d'exemple, si vous regardez les animaux pardon, qui ne mangent que, par exemple, des protéines, ils ont un système rénal qui est hyper différent du nôtre et qui est capable d'éliminer l'ammoniac tel quel. C'est pour ça que dans les ménageries, ça sent super fort. Les tigres, ils urinent l'ammoniac. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de manger autant de viande. Ce n'est pas du tout notre cas. Pour le système humain, c'est très compliqué d'éliminer l'ammoniac. Et donc, ça génère, entre autres, des problèmes rénaux. Est-ce qu'on serait fait pour manger que des herbes? Moi, je ne sais pas. Si vous regardez la vache, elle a un nombre d'estomacs invraisemblable. Elle a des intestins hyper longs pour pouvoir broyer et digérer la cellulose. C'est toujours pas notre cas. Donc, déjà là, à la base, c'est un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on devrait manger et est-ce que ce qu'on mange aujourd'hui est complètement adéquat. Alors, en plus de ça, nous, on va rajouter le problème de qualité de l'alimentation parce que, bien entendu, on n'est plus au temps du chasseur-cueilleur qui se posait peut-être un peu moins la question. Lui, il mangeait ce qui était à disposition, il n'y avait pas grand-chose. Il ramassait dans les arbres ou dans la nature, c'était plus simple. Nous, on a trouvé tout un tas de méthodes, on a modernisé, industrialisé, raffiné, on est des hommes, quoi. Donc on a trouvé plein de solutions super et puis on a, au passage, quand même aussi perdu en qualité. Alors là, on avait, voilà, un petit slide, je vais pas y passer longtemps pour vous expliquer un petit peu, pour ne prendre que cet aspect, hein, de la qualité alimentaire, la différence entre les cultures conventionnelles et les cultures dites saines ou biologiques. C'est pas forcément que le bio, hein, ça peut être toutes les cultures éthiques et raisonnées. Si vous regardez un petit peu sur juste les images qui sont très succinctes, mais grosso modo, en culture conventionnelle, vous voyez une plante qui est grande, qui est assez fine, mais qui a déjà pas du tout la même taille. Donc forcément, ce sont des plantes qui sont boostées, donc elles grandissent rapidement. Elles sont beaucoup moins solides aussi, puisque pour grandir très vite, on ne leur laisse pas beaucoup de temps. Alors que si vous regardez en culture saine et biologique, la plante est, je ne sais pas si c'est vraiment visible sur la photo, mais en vrai, elle est beaucoup plus petite, mais par contre, elle va être un peu plus robuste, avec des parties comme le tronc, les tiges beaucoup plus développées. Donc au final, dans l'une, vous avez une plante très grande, très belle, hein, c'est ce qu'on voit sur les étals. Par contre, c'est énormément d'eau dedans, parce que ça pousse très vite, c'est surtout de la flotte, il n'y a pas beaucoup de nutriments.
De l'autre côté, plus petite, un peu moins belle, par contre beaucoup plus riche en nutriments. Ce qu'on vous a représenté au niveau des racines, alors en culture conventionnelle, vous avez des toutes petites racines très peu développées parce que la plante n'a pas eu le temps, hein, elle est boostée, il faut que ça aille vite, donc elle n'a pas le temps de développer ses racines. Donc si elle ne développe pas beaucoup de racines, elle puise pas beaucoup de minéraux et de nutriments dans le sol. Tous les petits points qu'on voit de loin, mais autour des racines, ce sont les sels minéraux qui sont dans la terre. Alors bien sûr, en culture conventionnelle, il y en a très peu, puisqu'on a traité les sols. Donc là, encore une fois, la plante n'a pas tellement de quoi se nourrir, comparé à la culture saine et biologique. Et puis tout en bas, on vous a représenté les cellules de la plante. Donc c'est les cellules de la plante en question. En culture conventionnelle, elles sont assez grosses, les cellules, avec des parois très fines, parce qu'il y a eu très peu de nutriments, parce qu'il y a eu très peu de flore au niveau du sol, et donc la plante, elle ne construit pas des cellules qui sont solides. Et en revanche, si vous regardez tous les petits points qu'on voit, il y a des petits points autour des cellules, donc ça, ce sont les nutriments et les sels minéraux qui sont plutôt conservés dans la plante à l'extérieur de la cellule. Pour l'humain, c'est complètement non assimilable. C'est-à-dire que nous, quand on mange une plante de ce type, qu'on reçoit les cellules de la plante telles quelles, on ne sait pas faire si les nutriments et les sels minéraux ne sont pas dans la cellule de la plante. Donc en fait, on ne sait pas trop quoi en faire, ça ne va pas tellement nous nutrir. En revanche, en culture saine et biologique, les sels minéraux sont à l'intérieur de la cellule et ça, c'est très biodisponible. Ce qu'on appelle biodisponible, c'est-à-dire que le corps sait l'assimiler et s'en servir. En culture conventionnelle, c'est tout bénef pour les insectes, hein, parce que c'est pas dans la cellule. L'insecte, il a qu'à planter, je sais pas trop ce qu'il plante, un dard, quelque chose pour récupérer une paille, pour récupérer les nutriments. Et comme ils sont pas dans la cellule, pour lui, c'est vachement plus facile. Alors qu'en culture saine, c'est beaucoup plus difficile. La paroi de la cellule de la plante est épaisse. Et donc, le serpent se mord la queue, parce qu'en culture saine, en culture conventionnelle, pardon, les insectes vont d'autant plus être attirés et pouvoir davantage consommer, alors qu'en culture saine, eh ben, de moins en moins, et donc on va rajouter des pesticides dans le conventionnel, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'en culture conventionnelle, c'est pas une vue de l'esprit, hein. On se demande souvent, oui, bon, le bio, le pas bio, est-ce que vraiment il y a une différence? Il y a vraiment une différence sur la qualité nutritive de l'aliment en définitive. Et donc dans un cas, vous aurez une très belle plante, une très belle salade, une très belle carotte, visuellement, qui est pleine d'eau et qui est très peu nutritive parce que les nutriments ne vont pas vous profiter. Et dans l'autre cas, peut-être c'est un peu moins beau et un petit peu plus cher. En revanche, vous avez une quantité de nutriments qui est différente, ce qui fait que vous avez aussi besoin d'en consommer beaucoup moins. Donc la qualité de l'aliment que l'on choisit va déjà faire une différence. Il y a souvent le mythe du fruit, de la pomme, par exemple. On se dit aujourd'hui, une pomme qui a été cueillie sur une culture conventionnelle, voire très dégradée, combien il faudra en manger pour avoir le nombre de nutriments d'une pomme qu'on aurait pu trouver dans un champ il y a de très nombreuses années? Ah ouais, c'est gigantesque. Je ne saurais pas te dire le chiffre, mais ça, c'est encore la dégradation due aussi à la modification des aliments dans le temps et des sols, hein, la richesse des sols. Mais oui, il y avait des trucs comme ça qui circulaient. J'ai vu sur le net, il faudrait, je sais pas, une centaine de pommes actuelles correspondraient à 2 ou 3 pommes. Et ça, quel impact sur nous, en fonction de ce qu'on mange, comment Là, tu vas aller encore plus loin que ce qu'on était prêt à aller parce que ça nous emmène carrément à nous dire que quelque part, même en mangeant sain aujourd'hui, on n'arrive pas à récupérer la quantité de nutriments dont on a besoin pour faire tourner la machine, pour faire fonctionner le corps. Ce qui explique aussi qu'on entend de plus en plus parler de nutrition, de super aliments, de suppléments alimentaires, parce que finalement, on n'arrive plus uniquement avec l'alimentation à obtenir la quantité nutritionnelle nécessaire pour fonctionner à plein régime, pour être au top de ses fonctions. Alors, quand on dit plein régime, c'est pas blanc ou noir, j'imagine, c'est pas je suis pas bien ou je suis bien, c'est quoi? C'est sur une échelle de 1 à 100, c'est là où je pourrais être à 100%. En fait, mon système fonctionne à 95, 90%. À l'heure actuelle? Ouais, À l'heure actuelle, non, je pense qu'il ne fonctionne même pas à 50%. ouais. Et par l'encrassement global, En moyenne, avec ce là, qu'on on est en mange. moyenne générale de ceux qui font pas du tout attention ou?
Non, je pense que déjà, quand on fait attention, on est à peu près à 50%. Donc, D'accord. quand on fait pas du tout attention, on est à 30%. C'est ce qu'on appelle, c'est les gens qu'on voit un peu partout, hein, fatigue chronique, et puis avec tous les symptômes divers et variés qui montrent qu'il y a une dégradation du terrain. Slide suivante. Ouais. Alors ensuite, voilà, on vous a mis un petit schéma. C'est un petit peu rigolo. C'est pour vous montrer aussi que forcément l'alimentation évolue, pas seulement en qualité, mais aussi au fil du temps. Bon, ce schéma, il sous-entend qu'on adhère à la théorie de Darwin, hein, donc c'est déjà pas forcément notre cas, ou en tout cas pas le mien, mais c'est plus pour un peu pour être dans l'humour. Donc disons qu'au milieu, au centre, vous avez le chasseur-cueilleur. Il est grand, mince, élancé, il marche beaucoup dans la forêt, il cherche ses proies, il a une activité physique intense, il n'a pas de nourriture à disposition toute l'année, ou en tout cas pas dans les quantités dont nous, on a l'habitude. Et puis, après lui, eh ben, on vit l'industrialisation, d'abord plutôt la sédentarisation, puis l'industrialisation. Et vous voyez une certaine régression parce que tout à coup, il y a moins d'activité physique et la qualité de l'alimentation se dégrade, moins de crus, moins de vivants, moins de produits non transformés. Et finalement, on arrive à une aberration et peut-être à un retour jusqu'au singe. Là, c'est un petit peu le même type. Ouais, le même type de slide, plus sur l'activité, les activités humaines, parce que finalement, l'alimentation va aussi découler de ça. On a toujours le même chasseur-cueilleur qui est au centre. Il court toujours dans la forêt. Et puis finalement, nous, aujourd'hui, on court de moins en moins. Et puis comme l'activité se modifie infiniment, eh ben, on finit à avoir aussi des pathologies et des troubles qui découlent de l'alimentation parce qu'elles ne sont pas aussi habituées aux besoins qu'on a aujourd'hui. C'est évident qu'en passant 10 heures par jour assis à un bureau, on n'a pas du tout les mêmes besoins, ne serait-ce déjà que les sportifs qui sont ici et qui certainement n'ont pas du tout la même activité physique, et puis même que le chasseur-cueilleur d'autrefois qui courait après les lapins et autres. C'est un sujet de notre siècle, ça, justement, l'adaptation des quantités liées à notre activité, en fait. C'est sûr, c'est-à-dire qu'en même temps, on a comparé au chasseur-cueilleur et il n'allait pas au supermarché. Il y avait à manger s'il avait suffisamment couru, s'il s'était assez baladé dans les bois pour trouver un fruit ou quelque chose de mangeable. Nous, on n'a pas à réfléchir à ça. Donc, de toute façon, on ne va pas marcher beaucoup. On va au supermarché, on prend ce qu'il y a et si possible, tout fait et rapide parce qu'on n'a pas le temps. On a urgence de retourner s'asseoir devant son bureau pour continuer de travailler. Donc forcément, ça va avoir un impact. Je ne sais pas si c'est dans les quantités. Je pense que les quantités, c'est encore après une déviance de la modernisation, de l'américanisation, etc. C'est plus toujours la qualité du nutriment que l'on consomme. Alors après tout ça, au final, donc, c'est quoi les nutriments dont on aurait besoin? On va passer un petit peu en revue ces différentes catégories alimentaires. C'est peut-être un peu rébarbatif, puis vous en avez certainement déjà entendu parler. N'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions en cours de route, hein. Donc bien sûr, les différentes catégories alimentaires, vous les connaissez, sont les glucides, les lipides, les protides et les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Ça, ce sont nos nutriments de base. C'est ça qui fait fonctionner la machine. Les glucides, c'est quoi? Donc les glucides, ce sont les sucres sous toutes leurs formes. On les trouve sous des formes simples ou sous des formes complexes. À quoi ça sert, les glucides? Ça sert à assurer nos besoins énergétiques. Donc les besoins énergétiques rapides, même instantanés, et puis les besoins énergétiques un peu plus d'endurance. Les sucres simples, on les trouve par exemple dans les fruits. Ça, c'est une digestion hyper rapide, quasiment même aucun travail digestif, c'est-à-dire ça ne vous demande presque aucune énergie. Pour digérer un fruit et récupérer le nutriment qui vous donne du carburant, c'est à peu près 15 minutes. 15-20 minutes avec très peu d'énergie engagée de votre part. Parce que sinon, au total, je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça demande d'énergie d'une digestion. Une digestion sur un repas complet. À votre avis, combien de votre énergie globale de la journée ça nécessite une digestion? 2 heures. Alors, pas en temps. Si votre énergie, pour une journée, vous avez 100%.
d'énergie. C'est comme une batterie, hein, et puis ça décroît, puis à la fin, il y a plus de batterie, faut charger. Donc sur 100 à votre avis, combien uniquement la digestion, vous n'avez rien fait d'autre, hein, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas rencontré d'amis, vous n'êtes pas sorti, rien. Juste digérer, combien ça vous prend sur les 100 60 15. 15 30, OK, c'est très divers. Alors on va plutôt être autour de 30 par digestion, hein, donc en général, on en a plusieurs dans une journée. Donc par digestion, 30 et ça, c'est pour une digestion qui se passe comme une lettre à la poste. Tout va bien, vous avez mangé des choses adaptées à votre système digestif, c'était pas trop lourd, c'était pas trop, c'était adapté à votre activité, ça va vous prendre déjà 30 de votre énergie, multiplié par le nombre de repas et donc ça, c'est autant d'énergie qui est déjà plus disponible pour autre chose, hein. Vous pouvez pas l'utiliser autrement. Donc, c'est le fameux coup de pompe après le déjeuner où on s'endort? Ça, c'est si on a C'est pas que le utilisé rosé, encore plus c'est la d'énergie. digestion. Voilà. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est, le minima et puis on va voir qu'éventuellement, en fait, on en utilise beaucoup plus. En fait, certainement, on est tous quasiment à 50-60 de notre énergie et après on se demande pourquoi on est fatigué toute la journée et fatigué quand on se réveille le matin et fatigué au bout de la semaine. Ah oui, parce que si on consomme toute notre énergie pour digérer, forcément, il reste pas grand-chose pour fournir l'énergie pour le travail et autres et les plaisirs, ensuite. Alors j'étais partie sur les sucres. Donc les sucres simples, c'est essentiellement les sucres qu'on trouve dans les fruits. En fait, c'est quoi la différence entre simple et complexe? C'est la taille de la molécule. Plus le sucre est simple, plus les molécules sont petites, donc plus la digestion est rapide et facile. Et plus le sucre est dit complexe, plus la molécule, enfin la taille de la molécule est lourde, grosse, et plus elle demande d'énergie pour être décomposée dans le carburant de base, et plus ça demande du temps. Donc les fruits pour les sucres simples, bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle le sucre de table, le miel, tout ça, c'est des sucres simples. Ce qu'on appelle les sucres complexes, ça va être tout ce qui est céréales, amidon. Donc les céréales, on entend le blé, l'orge, l'avoine, le sel, c'est-à-dire les pâtes, le riz, le couscous, l'épeautre, tous ces types de céréales. Et ça, bien souvent, on oublie que c'est du sucre. Donc moi, je vois en naturopathie, en consultation, très souvent, je vois des gens qui me disent: «Non, non, moi, je mange très bien. Le sucre, je sais, c'est pas bon. D'ailleurs, j'en mange pas». Et quand vous leur faites détailler ce qu'ils mangent, donc par repas, alors le matin, ils mangent du pain au petit déjeuner. Donc pain, c'est du blé, c'est du céréal, c'est du sucre. Au déjeuner, ils mangent, du riz, parce que le riz, c'est bien, donc du riz ou des pâtes ou du couscous, donc du sucre. Ensuite, au goûter, ils mangent, ou des biscuits ou encore un petit peu de pain ou donc du sucre. Et puis au dîner, ah bah, au dîner, souvent, ils mangent des pommes de terre ou ce qu'ils n'ont pas mangé à midi. S'ils ont mangé du riz, ils mangent des pâtes ou donc encore du sucre et en fait, toute la journée, il y a du sucre, du sucre, du sucre et du sucre. Donc le sucre, Des on en a sucres lents. des sucres alors les sucres lents, non, en naturopathie, on ne parle pas de sucre lent. D'accord, pas On sucre parle de rapide sucre ou complexe. complexe. Parce que sucre lent, sucre rapide, je vais y revenir, c'est trop simplet en fait comme, comme dénomination. Bah, Merci Géraldine. ça veut un peu rien dire en fait. Aujourd'hui, on parle d'indice glycémique. En fait, un sucre, quel qu'il soit simple ou complexe, il a un indice glycémique, c'est-à-dire la rapidité à laquelle le taux de sucre dans votre sang va s'élever après que vous ayez ingéré l'aliment et la quantité d'insuline qui va être nécessaire pour faire baisser ce sucre dans votre sang. Puisqu'en fait, c'est ça l'idée, hein. Vous mangez du sucre, le taux dans le sang s'élève, votre pancréas reçoit un message, bip, 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 trop de sucre, il faut faire baisser, et votre pancréas sécrète de l'insuline pour faire baisser un petit peu ce sucre. Donc, l'indice glycémique des aliments, il nous aide à savoir à quel point le sucre va s'élever dans votre sang et à quel point vous allez avoir besoin d'insuline. Pourquoi c'est intéressant? Parce que votre pancréas, c'est son travail, hein, de sécréter de l'insuline, sauf que quand c'est toutes les 5 minutes, parce que toute la journée, il y a du sucre, il y a un moment, il va vous dire: «Ça va, mais moi, je rends mon tablier». Il va prendre sa retraite anticipée parce que sécréter de l'insuline toutes les 5 minutes, en fait, c'est énormément de boulot et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, hein, parce qu'entre les repas, on prend un café avec du sucre, après on prend un Coca-Cola, après on prend une confiserie, un bonbon, un truc, puis après on repart, on mange du sucre. Toute la journée, on a du sucre. L'autre chose qui va se passer et qui donc pour laquelle c'est important de savoir l'indice glycémique,
c'est que si vous sécrétez beaucoup d'insuline, parce que toute la journée vous avez mangé du sucre, vous allez vous retrouver en inflammation. L'insuline, c'est une hormone pro-inflammatoire. Quoi que vous fassiez, plus vous en avez dans le sang, plus vous créez un terrain inflammatoire. Or, l'inflammation, aujourd'hui, c'est la base de toutes les pathologies. C'est ce que traque un peu le naturopathe et plein d'autres thérapeutes. Il n'y a pas de problématique dans le corps s'il n'y a pas d'inflammation. Que ce soit un petit bouton d'acné, un problème digestif, une tendinite, une arthrite ou des choses beaucoup plus graves comme des pathologies auto-immunes ou même des cancers, ça ne peut pas naître s'il n'y a pas d'inflammation à la base. Donc déjà, plus vous avez d'insuline, plus vous êtes sur un terrain inflammatoire. En plus de ça, l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc plus il y en a dans le corps, plus vous stockez tout ce que vous consommez. Donc on se dit parfois, je ne comprends pas, moi je ne mange pas beaucoup, j'arrive pas à éliminer, puis je continue à prendre du poids. Oui, parce que si vous ne mangez pas beaucoup, mais que du sucre, même des sucres lents, eh bien, toute la journée, vous stockez, vous stockez, vous stockez. Donc c'est la problématique avec les sucres, c'est qu'en fait, ce sont des aliments qui entraînent des problématiques dérivées. Et on n'en a pas besoin de tant que ça. Je te sentais prêt à dire quelque chose, à intervenir, non? Non, je regardais notre préparateur physique préféré. Il est à l'aise avec ça? Il est d'accord? Complètement. Alors, on en a besoin, et puis quand même, du sucre, bien sûr. Et puis, ça dépend de son activité physique, puisque c'est ce qui nous donne l'énergie première. Mais ça dépend dans quelle quantité. Le problème actuel, c'est qu'on en consomme tous beaucoup trop en pensant que les céréales, c'est un bon aliment, par exemple. Ça, c'est une des premières choses. Céréales, a priori, c'est quelque chose de bien. Le riz, le couscous, les pâtes, c'est un bon aliment. En fait, on en consomme beaucoup trop. Les céréales, techniquement, on devrait être à 2 fois, 3 fois par semaine, max, sur les 14 repas, pour être dans quelque chose de sain par rapport à la digestion humaine et par rapport à nos besoins. 2 fois par semaine, ce serait bien. Et on se parlait tout à l'heure de qualité des nutriments, parce qu'on peut manger des choses et finalement manger un peu plus de vide que le riz blanc, le riz semi-complet, le riz complet. Alors, c'est le problème C'est quoi la différence? de la modernisation, c'est qu'on a voulu raffiner les aliments parce qu'ils sont donc plus beaux, plus blancs, et plus on raffine, plus on perd tous les nutriments essentiels, puisque quand vous raffinez, vous perdez en fait les fibres qui se trouvent dans l'enveloppe extérieure, par exemple sur le riz, mais c'est vrai pour toutes les céréales. Et donc, plus le riz est blanc, plus l'indice glycémique justement est élevé, et moins vous avez de nutriments. En fait, dans les céréales, si vous regardez vraiment la qualité nutritionnelle, il n'y a pas grand-chose, à part du sucre. Quasiment pas de vitamines, quasiment pas de minéraux, un tout petit peu. Dans le riz, il y a un petit peu de glutamine, qui est précieuse pour notre intestin, notamment pour les sportifs, c'est vrai, parce que ça aide à réparer la paroi de l'intestin, à la protéger. Mais à part ça, honnêtement, si vous ne mangiez jamais de céréales de toute votre vie, vous n'auriez pas de carence. Vous ne vous trouveriez pas dans un état de santé mauvais. Donc, ce n'est pas un aliment qui est majeur pour nous faire fonctionner et pour nous apporter des nutriments qui vont nous mettre au maximum de nos performances. Donc, souvent, ça fait partie pour moi des calories vides. C'est juste du sucre. Alors, il y a de plus en plus de naturopathes qui travaillent avec les sportifs. Je suis toujours un peu surprise qu'on parle de sportifs qui mangent beaucoup de sucre parce que moi, dans mon milieu, j'ai l'impression que ça se fait plus du tout. En fait, et du coup, je me dis, mais non, mais plus personne fait ça. Pour nous, c'est une aberration parce que, en fait, le problème de manger beaucoup de sucre, dans l'idée, c'était assez logique parce qu'on veut une performance rapide. Donc, c'est le sucre qui donne le plus rapidement de l'ATP. En fait, notre carburant, nous premiers, c'est l'ATP. Vos cellules, elles récupèrent les nutriments de l'alimentation pour les transformer en ATP. Et ce qu'on met dans la chaudière, ce que fait brûler la locomotive, nous, c'est de l'ATP. Donc, le sucre, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Sauf que le problème du sucre, c'est que on consomme des grosses quantités, ça donne de l'énergie immédiate, et puis le taux de sucre dans le sang baisse très rapidement quand on en consomme, et on se trouve rapidement en hypoglycémie. Plus je vais consommer de sucre, plus je vais fabriquer des hypoglycémies réactionnelles. Parce que je consomme du sucre, le pancréas sécrète de l'insuline massivement, la glycémie baisse, je suis en hypoglycémie. 2 heures plus tard, l'ingestion de sucre, pas pour un sportif en général, 2 heures plus tard, je suis en hypoglycémie.
réelle, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que vous avez consommé du sucre au déjeuner, 2 heures plus tard, vous allez vous dire « Oh, j'ai un petit coup de mou, je ne suis pas très bien ». Et vous allez être appelé par le sucre. Donc, vous allez prendre un petit café sucré, une barre de chocolat, un Coca-Cola, un truc pour vous donner un peu la pêche. Et hop, on est reparti. Hyperglycémie, pancréas sécrète, hypoglycémie, appel de sucre et je suis reparti. Donc, en fait, c'est la boucle infernale du sucre. Et pour les sportifs, ça va être pareil. C'est-à-dire que plus ils vont consommer de sucre, même s'il y a un besoin pour le fonctionnement du corps, plus ils vont en avoir besoin. Et nous, on a complètement arrêté de fonctionner comme ça avec les sportifs pour leur éviter ces hypoglycémies réactionnelles. Donc maintenant, on fonctionne complètement différemment. On les supplémente beaucoup. On passe beaucoup par des boissons, donc des smoothies, des boissons qui sont très riches en super-aliments. On ajoute un peu plus de protéines et on limite les sucres au maximum. Moi, j'ai travaillé plutôt avec des coureurs plutôt de marathon. Donc, c'est encore pas tout à fait la même, mais c'est quand même sur l'endurance aussi. Et ça donne de super résultats et on n'a quasiment aucun sucre dans l'alimentation. Très, très peu de sucre. Je termine juste, je ne sais pas si, pour vous donner une idée, une baguette de pain blanc, hein, qu'on voit tout ce que c'est. Une baguette de pain blanc, ça correspond à 25 morceaux de sucre. Donc, quand on mange un morceau de pain, on n'a pas l'impression. Quand on va à la boulangerie dans la soirée, qu'il est bien tout chaud et qu'on commence juste un petit morceau, le quignon, puis un deuxième, et puis le temps de rentrer à la maison, il ne reste plus que ça de la baguette, eh ben, c'est 25 morceaux de sucre. Donc, c'est gigantesque. Et c'est donc de la calorie gratuite et surtout vide de nutriments. C'est que du sucre. Alors, les lipides ensuite. Les lipides, on en a besoin parce que c'est eux qui nous apportent notre énergie d'endurance. Donc, les glucides, à minima, mais quand même pour une énergie rapide, d'utilisation rapide. Les glucides pour l'énergie d'endurance. Et puis pour notre isolant thermique, hein, pour fabriquer nous aider à nous chauffer intérieurement, on a besoin des lipides. Les lipides, il y en a de tout un tas de sortes. Les graisses saturées, les graisses insaturées. Je pense que vous avez déjà entendu les termes. Les graisses saturées, si je fais un très gros raccourci, sont toutes les graisses solides. Le beurre de coco, l'huile de coco, toutes les graisses que vous avez dans les produits animaux, les produits laitiers, voilà, tout ce genre de graisses. On en a besoin quand même un petit peu, à minima, certes, parce que ce sont aussi des graisses qui sont, étant donné qu'elles sont solides, elles sont extrêmement rigides et rigidifiantes. En même temps, c'est elles qui apportent de la structure. On a besoin de structurer nos cellules et si on n'a pas des aliments qui nous amènent cette structure, ça va aussi être problématique. Donc, il ne faut pas les éliminer à 100%, même pas le cholestérol, hein. On a beaucoup diabolisé le cholestérol, mais en fait, c'est un aliment dont on a besoin complètement. Mais il en faut à minima parce qu'en trop grande quantité, ça va venir rigidifier nos artères et nos tissus, nous rendre nous-mêmes de moins en moins souples et de plus en plus rigides, et puis générer les pathologies cardiovasculaires dont on entend beaucoup parler, depuis les plaques d'athérome jusqu'aux AVC, etc., etc. Donc, dans quoi on les trouve, hein, ces graisses saturées, les produits animaux, la charcuterie, les viandes, les œufs, enfin, tout ce qui contient des graisses solides, dures. Donc, je continue sur les graisses insaturées. Les graisses insaturées, on va rentrer dans la famille des oméga. Vous avez entendu parler aussi, j'imagine, les oméga 9, les oméga 6, les oméga 3. Donc, ça sont des graisses qui vont apporter plus de fluidité, au contraire, au corps et aux cellules. Les oméga 6 et les oméga 3 en particulier, on en a besoin pour constituer l'extérieur de nos cellules. À l'extérieur de nos cellules, on a une couche de graisse qui permet l'échange entre les cellules. Si cette couche de graisse n'est pas intacte et en bon état, nos cellules ne peuvent pas échanger entre elles, donc il n'y a pas d'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, et donc il n'y a pas de fonctionnement qui se fait ni entre les cellules, ni entre les organes. On en a besoin pour les fonctions cognitives. Ce sont ces oméga-là qui garantissent un fonctionnement normal de votre système nerveux, qui vous permettent d'être performant au niveau cognitif et nerveux, qui permettent à votre cerveau et à votre moelle épinière d'être en bon état. Si vous visualisez un peu un cerveau, cette espèce de masse un peu gélatineuse, hein, ou de la cervelle, ça n'est constitué que de graisse. Donc on a vraiment besoin, dans des grandes quantités, de ces oméga 3 et de ces oméga 6. Dans cette catégorie, par exemple, on trouve l'huile d'olive, un grand chef de file des oméga 6, oméga 9 et oméga 6. Et puis dans la famille oméga 3, on trouve les graisses des poissons des mers froides, et puis les graisses qui sont dans les oléagineux,
les noix, les noisettes, et toute la famille des oléagineux qu'on peut consommer tels quels, sous forme d'oléagineux donc, ou sous forme d'huile, le lin, le chanvre, etc., etc. Ça, on en a besoin, grosso modo, de minimum 4 cuillères à soupe par jour pour subvenir à nos besoins minimums. Les besoins minimums pour garder une peau souple et de bonne qualité, mais aussi pour garder vos fonctions cognitives et nerveuses en bon état. Donc, on a beaucoup diabolisé les huiles à un certain moment, et donc il y a plein de gens qui vous disent « Ah, moi, je ne consomme aucune sorte de graisse ». C'est pas souhaitable non plus. Et ça engendre des problèmes assez graves aussi, et notamment dans les problèmes de burn-out, de dépression nerveuse, qu'on voit, c'est un manque d'oméga dramatique. Pas les graisses saturées, bien entendu, mais les oméga, les graisses insaturées, les bonnes graisses. En plus, à partir des oméga 3, vous allez fabriquer tout un tas de substances naturelles qui sont anti-inflammatoires. Donc, vous allez pouvoir lutter contre tout ce qui est pro-inflammatoire et que vous fabriquez aussi de toute façon. Et puis, vous allez également aider l'élimination de tout un tas de mauvaises substances. Les oméga 3, ils vous permettent de fluidifier la circulation globale dans le sang et dans les artères, etc. Et donc d'éliminer aussi les mauvaises graisses, à l'inverse des graisses saturées qui, elles, rigidifient vos artères et vous font stocker davantage. On a aussi besoin de ces graisses pour fabriquer nos hormones. Sans bonne graisse, pas de fabrication hormonale. Et du coup, forcément, c'est problématique. Le problème aussi des lipides, c'est que vous ajoutez à ça les cuissons. Plus vous allez cuire et modifier les graisses dans l'alimentation moderne, plus vous allez transformer les graisses. À la cuisson, elles subissent une modification moléculaire qui les rend tout à coup nocives. C'est pour ça que les plats tout faits et les plats, les cuissons en fait, qui ne sont pas soit à la vapeur, soit à basse température, engendrent aussi, ont des effets délétères sur la santé parce que vous modifiez la qualité de l'aliment premier et au final, vous ne récupérez pas les bonnes graisses qui sont dans l'aliment éventuellement de base. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi ce qu'on mange, mais comment on le mange, dans quel type de cuisson et dans quel type de préparation pour récupérer au maximum les nutriments basiques. Alors les protéines, bien sûr aussi essentielles, de deux types, animales ou végétales. Les protéines, elles assurent nos besoins à la fois plastiques et puis les besoins de construction, d'entretien, de régénération, puisque vous imaginez bien qu'une fois que la croissance est terminée, on a aussi tous les jours une destruction massive de cellules et on a besoin de reconstruire. Donc pour ça, vous avez besoin d'un ratio protéique assez important. Ceci étant dit, on est tombé dans l'alimentation moderne par une suralimentation en protéines. Ça, c'est vraiment non nécessaire et délétère. Les protéines, c'est parmi les molécules les plus difficiles à digérer. Et on n'a pas un estomac ni un intestin qui est tellement fait pour la digestion des protéines. Donc, en petite quantité, des protéines avec des petites molécules, donc principalement le poisson, les œufs, les sous-produits animaux, c'est beaucoup plus adapté à notre système digestif. Pas tellement les viandes, surtout pas les viandes rouges, ou en tout cas pas aussi souvent qu'on en consomme aujourd'hui. Et puis la problématique dans les protéines animales, c'est qu'on va trouver des animaux qui sont pas forcément en bon état, j'allais dire. On a tous les problèmes de l'élevage, de la médicamentation, de ce qu'on leur a donné à manger à eux. Et tout ça, on va nous récupérer ensuite dans les produits qu'on consomme. Quand on consomme des viandes, on n'est plus du tout sur une digestion à 30% de notre énergie. Les sucres, il faut 15 minutes pour la digestion. Tout ce qui est végétal, on va être à peu près à 2 heures pour une digestion. À partir du moment où vous rajoutez une protéine animale, vous passez minimum à 4 heures de digestion. Entre 4 et 6, 8 heures selon la protéine et selon les quantités et selon les mélanges que vous avez faits. Forcément, vous imaginez bien que ça ne va pas être la même énergie si jamais vous avez 2 heures de digestion ou 6 heures. Les protéines, on en a surtout besoin le matin ou le midi. C'est vraiment une erreur de consommer des protéines en quantité le soir. Pourquoi? Parce que dans les protéines, on veut récupérer les précurseurs de la dopamine. La dopamine, comme son nom l'indique, c'est un peu notre dopant, c'est un peu notre starter, c'est ce qui nous donne un petit peu ce peps. On en a un grand besoin, mais on n'en a pas besoin le soir alors qu'on va aller se coucher. Pas tellement besoin de fabriquer de dopants juste avant de dormir. Ça aussi, souvent, on voit qu'en fait, les gens font l'inverse. Dans la journée, il y a une alimentation qui est
parce qu'elle est souvent en extérieur un petit peu moins riche. Et puis le soir, une bonne grosse viande, un bon gros plat, c'est déjà un non-sens. Si on est sur les protéines végétales, c'est pas pour vous dire que c'est 1000 fois mieux, hein. Il y a d'autres problématiques avec les protéines végétales. C'est un petit peu plus digeste, un peu plus facile à digérer. Ceci étant dit, dans la catégorie protéines végétales, on va souvent vous mettre les légumineuses, par exemple. Hein, c'est les très belles assiettes véganes qu'on voit depuis quelques années, avec énormément de céréales, énormément de légumineuses, et puis après, quelques légumes, etc. Donc là, on est dans beaucoup trop de céréales. Les légumineuses, c'est quand même pas très facile à digérer. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui digère les légumineuses. Est-ce qu'il y en a ici qui digèrent bien les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, pour qui ça passe comme une lettre à la poste? Il y en a? Ah oui, il y en a, vraiment. Sans ballonner, sans gaz, sans fatigue postprandiale. J'en connais pas, donc en fait, c'est juste la preuve déjà qu'en fait, c'est pas du tout un aliment qui est adapté à la physiologie du système digestif. En petite quantité et pas trop souvent, ça passe quand même, bien entendu. Il y a quand même des nutriments intéressants, mais surconsommer comme on en voit dans les assiettes véganes, c'est pas non plus la panacée. Donc c'est pas pour, c'est pas là, je fais pas de différence entre c'est mieux des protéines végétales que des protéines animales. Les protéines, il nous en faut. Après, c'est toujours une histoire de qualité et de quantité et du moment où on les mange, de la cuisson qu'on leur a appliquée et de la qualité de l'aliment au départ. Ouais, en fait, dans les légumineuses, dans tout aliment, hein, on cherche à récupérer les acides aminés. Donc, ce sont ces petites molécules qui se donnent la main pour fabriquer ce qu'on appelle les protéines. Donc, dans les légumineuses, il y a énormément d'acides aminés, mais pas les 8 essentiels. Il y a 8 acides aminés essentiels dont on a besoin et qu'on doit apporter de l'extérieur. Le corps a une chimie, une physique qui est un petit peu étrange. Quand vous apportez 8 acides aminés, le corps les assimile, vous fabriquez vos protéines à base de ces acides aminés et tout va bien. Quand vous apportez 5 acides aminés ou 4 ou même 7, il n'y a pas les 8, le corps en assimile aucun. Alors, je vous fais un énorme raccourci, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est ça. Donc, soit vous avez les 8, soit vous en avez, soit vous récupérez aucun. Dans les légumineuses, il n'y a pas les 8 acides aminés. Donc, si vous consommez des lentilles toutes seules, en vous disant c'est super, comme ça j'ai ma ration protéique, en fait, non. Parce qu'il n'y a que 7 acides aminés, vous allez récupérer pas suffisamment pour fabriquer vos protéines. Donc, c'est pour ça que dans les différents plats traditionnels du monde, on associe toujours légumineuses et céréales, car dans les céréales, vous avez quelques acides aminés, très peu, c'est vrai, mais quelques-uns. Et c'est justement ceux qui complètent les légumineuses. Donc en Inde, vous trouvez, dans le dal, c'est lentilles, riz. En Amérique du Sud, on trouve maïs, haricots rouges. Un peu plus vers chez nous, enfin un peu plus bas, on trouve, couscous, pois chiches ou voilà ce genre de choses. Naturellement, dans toutes les traditions du monde, on a fait ces associations. Donc ça, c'est judicieux de faire ça pour récupérer vos protéines, mais peut-être pas tout le temps parce que là, on se trouve avec et les céréales et les légumineuses, en tout cas pas quotidiennement. Les meilleures protéines, je dirais, pour subvenir à nos besoins et pour rester dans une digestion lente et optimale, c'est les sous-produits animaux. Donc, par exemple, les œufs, et puis toutes les protéines végétales faciles à digérer, comme les champignons. Les champignons, c'est 70% de protéines. Ensuite, il y a les algues, qui sont un petit peu plus découvertes récemment. Peut-être ça fait pas si longtemps qu'on consomme des algues. Mais maintenant, ça se consomme bien et facilement. Il y a plein de préparations, même à base d'algues, qui sont peut-être plus faciles à manger parce que moins fortes en goût. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Les graines germées, qui sont hyper riches en protéines. Tout un tas de ce qu'on appelle de super aliments qui vont vous apporter tous les acides aminés essentiels et qui, par contre, n'engendrent pas du tout de lourdeur ou de difficultés digestives et qui nous permettent d'être plus, de rester, de garder notre énergie pour autre chose. Alors là, on a rajouté les polluants alimentaires parce que par-dessus, les aliments vont rajouter la modernité qui nous rajoute des colorants, des additifs, des stabilisants, des conservateurs. Tout ça, bien entendu, est non assimilable par le corps, donc ça va générer un encrassement de l'organisme. Et donc, plus vous encrassez votre organisme, moins il va bien fonctionner. En fait, c'est un petit peu comme si, au fil du temps, on avait augmenté la quantité de poubelles, d'ordures que l'on produit et diminué la quantité de déboires.
Donc imaginez un système, hein, ça peut être une société, mais votre corps, le corps, c'est ça. Plus ça va, plus il y a de déchets et moins il y a d'éboueurs pour évacuer les déchets. Donc les déchets s'entassent, 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 s'entassent. Au bout d'un moment, bien entendu, il y a des bêtes, hein, parce que si vous laissez traîner des sacs poubelles avec plein d'ordures chez vous pendant des mois et des mois et des mois, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour évacuer, vous aurez des bêtes, puis ça va commencer à sentir, puis il va y avoir ça va pourrir, enfin voilà, un tableau assez sympathique. Il va y avoir des émissions de gaz, etc., etc. Et c'est un peu ce qui se passe dans le corps. Plus ça va, moins on élimine, mais plus on consomme, et plus on consomme des choses qui encrassent. Et les polluants alimentaires font vraiment partie aussi de ces catégories qui non seulement rajoutent des ordures, mais surtout qui viennent quelque part, c'est comme si vous veniez engluer le tamis de votre chinois, vous savez les passoires là. Si vous la lavez jamais, au bout d'un moment, c'est un petit peu gluant et puis bah, ça passe plus, il n'y a plus rien qui ressort. Bah, c'est un peu ce que font les polluants alimentaires dans le corps. Ça tapisse un petit peu l'ensemble de l'organisme et on n'arrive plus à la fois à éliminer les toxines et à effectuer les fonctions essentielles du corps. Cuisson. Les cuissons, bah, c'est pour ajouter à la problématique alimentaire. À partir de 40 degrés, on commence à dégrader l'aliment en lui-même. Donc, n'apporte vraiment des nutriments que ce qui est cru et vivant. On devrait consommer quasiment 80% de cru, 20% de cuit. C'est vrai que c'est pas tellement possible dans notre alimentation moderne. Et puis avec les saisons, et puis selon la capacité de chacun aussi, on a besoin d'individualiser à ce niveau-là. Mais quand même, plus on cuit l'aliment, et ça c'est vraiment la modernité, et plus on va dégrader le nutriment. Donc dans l'idéal, plus vous allez utiliser des cuissons douces, cuissons vapeur si possible, ou à l'étouffer, et plus ça va être cuisson basse température, plus vous allez préserver les nutriments essentiels de l'alimentation. C'est un petit peu ce qui se fait ici d'ailleurs, hein, parce que on est majoritairement sur de la cuisson vapeur et de la cuisson douce, avec ce souci d'essayer de préserver les nutriments premiers pour pouvoir quand même proposer une alimentation cuite, qui est quand même plus facile déjà en hiver. Et puis c'est ce dont on a l'habitude avec la modernité. Pas C'est sûr que de micro-ondes alors? non, pas de micro-ondes. Non. Ça fait quoi le micro-ondes, Hugo? Non, non, ça va pas être possible. Ça détruit? Ah oui, ça détruit tout. Le micro-ondes, c'est quand même le summum du. Ça secoue toutes les molécules et tu n'as plus aucune molécule Désolé. d'origine. Alors, les associations alimentaires, c'est encore un sujet entier en soi. Les aliments ne se digèrent pas tous au même endroit, selon qu'ils sont lipides, protéines, glucides, etc. Ils nécessitent tous un pH différent, des sécrétions différentes, des enzymes différentes. Et c'est ce qui fait que plus vous mélangez d'aliments différents au même repas, plus vous allez alourdir votre digestion et l'allonger, si je peux dire. Par exemple, dans la bouche, on sécrète des enzymes, notamment une enzyme qui s'appelle la ptyaline, et c'est elle qui s'occupe de digérer les amidons. Amidons, céréales, donc une catégorie de sucres complexes, ça se digère dans la bouche, uniquement dans la bouche et dans un milieu alcalin. Donc, imaginons, je mange tout un tas de céréales. Allez, imaginons, je mange un steak et des frites, parce que c'est sympa. Steak et des frites, c'est sympa. Donc, les frites, c'est de la pomme de terre, c'est de l'amidon. Ça va se digérer dans ma bouche, si tant est que j'ai mastiqué. Si déjà, j'ai pas mastiqué, c'est fini. J'ai des glucides tout ronds, mes frites, et déjà, j'aurai pas de digestion de mes amidons. Donc déjà, je suis plus à 30% de ma digestion, ça va être beaucoup plus. Bon, mais imaginons, j'ai mastiqué correctement. Je commence à digérer un petit peu mes sucres. Et puis, j'ai mangé des protéines aussi. Donc, les protéines, rien à voir. Il me faut de la pepsine qui est située dans mon estomac. Il me faut un milieu hyper acide. Et puis, cette enzyme-là. Donc, déjà, vous avez un aliment qui se digère en milieu alcalin et dans la bouche, et un autre qui se digère dans l'estomac dans un milieu hyper acide. Si vous mélangez les deux, qui vont être donc ensemble, donc pendant que vous mastiquez la viande, il ne va pas se passer grand-chose. Vous dégradez un tout petit peu avec les dents, mais pas grand-chose. Mais elle commence déjà à se dégrader. Puis après, vous déglutissez. Tout ça va arriver dans l'estomac. Pendant ce temps-là, pendant que l'estomac va s'occuper de vos protéines, les glucides, eux, vont être mis de côté. Parce que ce n'est pas leur milieu pour être digéré. C'est beaucoup trop acide, ce n'est pas le bon milieu. Donc, ça s'est mis de côté. Et pendant que c'est mis de côté, ça fermente. Ça attend que la protéine soit digérée dans son milieu acide.
Et ça fermente, ça fermente, ça fermente. Et puis le bol alimentaire continue sa route. Puis après, tout l'après-midi, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai des gaz à ce point et j'arrête pas et c'est terrible. Et là, c'est des gaz qu'on entend, les gaz qui sont sans odeur. Mais alors par contre, ça fait du bruit. Donc ça, c'est typique d'une fermentation. Vous avez fermenté, c'est un excès de sucre ou une mauvaise combinaison alimentaire qui a fait un retard de digestion et qui a fait qu'en fait, vous avez fabriqué de la bière à l'intérieur, hein. Les céréales ont fermenté. Autre cas de figure, c'est pas forcément uniquement dû à une association alimentaire, ça peut être juste dû à un excès de consommation protéique, mais si vous avez consommé beaucoup trop de protéines, là en revanche, vous allez avoir des gaz non sonores, donc c'est discret si on veut, parce que là par contre, c'est extrêmement odorant. Et ça, c'est parce que vos protéines sont restées trop longtemps dans votre intestin et elles ont putréfié dans votre intestin. Putréfié, je pense que le nom suffit pour vous imaginer ce que ça fait comme odeur. Donc, Gerline, là, tu m'as perdu. J'ai maintenant très peur de déjeuner demain midi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, c'est vrai que ouais, on vous a mis un petit tableau pour les associations alimentaires. En fait, tout ça, c'était quand même pour vous dire que la base de l'alimentation, ce sont les fruits et les légumes consommés séparément. Donc, les légumes, c'est vraiment la base, hein. Je vous disais, notre système digestif, il ressemble à celui des grands singes. On devrait consommer principalement des feuilles, des tiges, des légumes de toutes sortes à tous les repas. Donc, quand vous ne savez pas quoi manger, vous ne demandez pas des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Et aux légumes, vous allez ajouter tout un tas de choses pour varier l'alimentation et puis parce que c'est plaisant, un petit peu de protéines, plutôt des protéines dites faibles. En fait, on vous parle des protéines, plutôt les protéines végétales, plutôt les poissons, des choses qui sont relativement digestes, puis les sous-produits animaux comme les œufs, les produits laitiers éventuellement si on en consomme, et limiter un petit peu les protéines dures, c'est-à-dire les viandes, etc. Les limiter, ça ne veut pas dire jamais en manger. On peut manger de très bonnes viandes si on aime ça. En revanche, peut-être qu'une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ce qui se faisait un petit peu autrefois et ce qui rentre dans la chaîne alimentaire, tout simplement. Aujourd'hui, on en consomme beaucoup trop, c'est surtout ça la problématique. Et on essaye d'éviter de mélanger les sucres simples avec les autres aliments. Autrement dit, on mange les fruits en dehors des repas, si possible, parce que là aussi, juste parce que les enzymes nécessaires et les lieux de digestion sont différents, on va rentrer à nouveau dans cette problématique de fermentation intestinale et de gaz, de ballonnement et de tout un tas d'autres problèmes. Parce que bien sûr, s'il y a gaz et ballonnement, c'est qu'il y a tout un tas de choses qui se passent dans l'intestin et qu'au-delà des ballonnements et des gaz, ça peut engendrer également toutes les pathologies auto-immunes, des allergies alimentaires, etc. etc. Plus on va loin dans la problématique, plus on se dirige vers ça. Donc, à chaque fois, j'associe un légume. C'est pas une mauvaise, association pour être protéines animales plus Protéines, féculents, protéines céréales. Protéines et céréales. Voilà. En grande quantité. Si vous avez une viande, un tout petit peu de céréales, parce que vous avez mangé un peu de pain ou un tout petit peu de riz et majoritairement des légumes, c'est toujours OK. Heureusement qu'on a quand même une marge de manœuvre, hein. Votre corps, il sait quand même s'adapter, il sait faire quand même un certain nombre de choses. Le problème, c'est toujours pareil, c'est les quantités. Mais steak frites, typiquement, c'est vraiment le pire qu'on puisse faire, digestivement parlant. Mais c'est bon, oui, c'est bon, on est d'accord, c'est bon. Il faut juste manger les frites indépendamment de la viande, en fait. Légumes, donc je ne me trompe pas, ouais, de voilà, toute manière, on ne se trompe jamais, sur tous les sujets. J'entends parfois, ouais, mes légumes, ça ne nourrit pas, je vais avoir faim. C'est une idée qu'on se raconte. Une croyance, ouais, c'est un petit peu une croyance sur laquelle, dont il faut se libérer. Il n'y a que dans les légumes qu'on trouve des fibres. Or, les fibres, c'est la seule chose qui fasse le volume de votre bol alimentaire. Donc, quand vous mangez, on a besoin d'un certain volume pour que le corps se dise, OK, là, c'est suffisant. Alors, il n'y a pas que le volume, bien entendu, il y a la quantité de nutriments, mais ça en est toujours bon, puisque les nutriments, vous les trouvez essentiellement dans les légumes. Et puis, le bol alimentaire, le volume du bol alimentaire est important pour votre transit et pour que votre intestin se dise, OK, ça fonctionne, j'ai assez de volume pour entamer un transit et que la machine fonctionne correctement. Quand vous consommez uniquement des sucres ou des céréales en se disant mais c'est ça qui va me caler, il n'y a pas de fibres, il y a très peu de nutriments. Autrement dit, très rapidement, votre corps va vous dire j'ai faim
j'ai pas eu de nutriments, j'ai pas rempli mon quota, j'ai pas de vitamines, j'ai pas de minéraux, j'ai pas d'oligo-éléments. Et donc, intérieurement, vous avez une analyse qui se fait et le corps qui va vous dire bip, 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 moi j'ai besoin de manger davantage. Donc vous aurez plus faim et vous aurez plus envie de manger. Quand vous mangez des légumes, le ratio nutriments est atteint rapidement. Les fibres créent le volume au niveau du bol alimentaire et il n'y a aucune raison que votre corps vous dise rapidement j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donc c'est un mauvais calcul. Sauf si on mange trop vite. Même si on mange trop vite. Si on mange trop vite, c'est d'autres problèmes qui vont apparaître. Mais On dit parfois que pour arriver à la satiété, il y a une question aussi de vitesse du repas quand on mange très vite parce qu'on est pressé, on a un job, on a un boulot à faire, hein, il faut aller vite manger. Eh ben, on ne se rend pas service parce que le corps continue à dire j'ai faim, parce il faut un certain nombre de minutes pour arriver à satiété, pour que l'information arrive. En fait, ça c'est lié à la mastication. Il faut mastiquer au moins 20 minutes sur un repas, hein, pas par bouchée, heureusement. Au moins 20 minutes de mastication pour que le message de satiété soit généré. Donc, si on a mangé en 5 minutes, il n'y a pas de message de satiété généré. C'est vraiment la mastication qui va déterminer ça parce qu'il faut à peu près ça au corps pour à la fois analyser ce que contient le bol alimentaire. Donc, plus vous mastiquez, plus il y a une analyse du bol alimentaire pour dire au corps, voilà, comment on est au niveau des lipides, comment on est au niveau des protides, comment on est au niveau des glucides, des vitamines, des minéraux. Et au bout d'un moment, le corps vous dit, bip, bip, j'ai tout ce qu'il me faut, hop, j'ai plus faim, message de satiété. Tant qu'il n'y a pas cette analyse, eh ben, il n'y a pas ce message de satiété. Et pour ça, il faut 20 minutes de mastication. Donc, pour certains d'ailleurs, parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais pour ceux qui ont faim pendant les repas, une des clés de la réussite, c'est de te dire, voilà, mais plus de temps à mastiquer, donc prends plus de temps pour déjeuner et rajoute plutôt des légumes. Voilà. C'est la première règle. Si on pourrait même, si on avait plein de cas cliniques ou d'expériences à faire, on pourrait se dire, on ne change rien aujourd'hui à votre alimentation, à notre alimentation. On va tous essayer de faire une seule chose, je ne sais pas, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. À partir d'aujourd'hui, juste on mastique. Vraiment. Minimum 20 minutes de mastication par repas. Autrement dit, il faut déglutir quand ce que vous avez dans la bouche est liquide et pas avant. Si vous ne faisiez que ça, en ne changeant rien, McDo, steak, micro-ondes, peu importe, vous gardez la même alimentation, juste mastication. Je peux déjà vous garantir, mais vraiment vous garantir, que vous changez votre santé, votre vitalité, vous allez changer un nombre de paramètres physiques et physiologiques d'au moins, je ne peux pas le quantifier, mais je suis sûre qu'on peut se faire un test d'ici 1 mois et que chacun va dire: «Ah ouais, moi je digère mieux, j'ai moins de gaz, j'ai moins sommeil, j'ai plus d'énergie, j'ai moins d'allergies alimentaires» et cetera, et cetera. Rien que ça. On arrive au bout. Un dernier mot? En fait, tout ça, c'est un peu compliqué, peut-être un peu confus encore. C'est une première approche pour vous faire au moins entendre que alimentation, c'est important, qu'il y a des choses à comprendre et à faire qui sont pas tellement compliquées, qui sont pas si contraignantes, qui vous empêchent pas de manger ce que vous aimez, et qui changent quelque chose. Et c'est ça que on est en train d'essayer de faire au restaurant d'entreprise, de modifier un petit peu déjà juste comment on vous associe les aliments dans ce qu'on vous propose quotidiennement dans les menus. Quelle qualité d'aliments, ça c'était déjà fait de toute façon par Simply Food. Quels sont les fournisseurs, d'où viennent tout, la viande qu'on vous propose, les céréales, les légumes, comment c'est cultivé, etc. Dans quelle quantité on vous les propose, quel type de nutriments. Petit à petit, on vous ajoute des oléagineux pour avoir plus les bonnes graisses. On vous ajoute des super aliments avec, il y a des projets de graines germées, etc., etc. Et juste ça, c'est pas tellement compliqué, ça n'empêche pas de manger plaisir, mais ça change en fait une existence. Parce que ça change votre vitalité, vos capacités physiques, vos capacités mentales, vos capacités professionnelles, votre joie de vivre, parce que ça va influencer sur tout ça en même temps, hein, sur vos neurotransmetteurs, sur vos hormones, etc., etc. Et c'est pas si compliqué. Peut-être aujourd'hui, ça vous paraît un peu compliqué, de dire bah d'accord, s'il faut que je mange que des légumes. En fait, c'est plus simple que ça et c'est plus plaisir que ça n'en a l'air, mais c'est un petit peu complexe. Et aussi, après, ça demande à être individualisé parce qu'on est tous différents
Et on a tous des besoins qui sont spécifiques à chacun. Donc peut-être, dans un futur plus ou moins proche, des ateliers ou des choses plus individuelles pour aller un peu plus loin ou pour spécifier certains sujets plus spécifiques. Comme vous voyez, améliorer ses fonctions cognitives via l'alimentation. Donc là, pour être vraiment dans comment j'augmente mes capacités les capacités au niveau de mon cerveau, pour que ça fonctionne mieux, plus vite. Ça, c'est pour ceux qui ont l'impression qu'en milieu de journée, les neurones ne connectent plus. Ça peut se résoudre assez facilement. Comment réduire les coups de barre après le déjeuner? C'est pareil, c'est vraiment des choses simples. Comment booster sa vitalité si on se rend compte que déjà on est au début de l'hiver et que ça fait déjà 5 fois qu'on a la bronchite, le petit rhume, la gastro, etc., etc. Ça, c'est souvent lié aussi à une alimentation incorrecte. Limiter la prise de poids, bien sûr, qui est souvent générée par la position assise quand on travaille longtemps assis dans un bureau. Et puis, les troubles classiques comme les ballonnements, les gaz, gérer un peu plus son stress via l'alimentation quand on n'arrive plus à gérer son stress et son émotivité. Peut-être qu'on n'est pas suffisant sur les acides gras, sur les vitamines B, sur certains aliments spécifiques. Merci à toutes et à tous pour cette soirée. Merci Géraldine. Merci.